Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siama Mokrane, Customer Success Manager chez Man & Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architectes, ingénieurs en bureau d'études, maîtres d'œuvre ou directeurs de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Mon invité aujourd'hui a un parcours passionnant dans le secteur de la construction. Ingénieure de formation, elle a progressivement occupé tous les postes de la chaîne de valeur. Maîtrise d'œuvre, synthèse technique, collaboration avec les majors de la construction. Elle nous offre son regard à 360 degrés sur les mutations du secteur vers plus de digitalisation. Dernier indice, mon invitée est une globe-trotteuse riche d'expériences professionnelles et sur tous les continents. Vous l'avez peut-être reconnu, je suis ravie d'accueillir Annalisa De Maestri pour nous parler du BIM dans tous ses états et nous embarquer dans son nouveau défi chez Bouygues Immobilier en tant que directrice de l'environnement numérique de production. Et bim, Annalisa, c'est à toi. Bonjour Annalisa, je suis ravie de partager ce micro avec toi aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, salut Siem. Alors Annalisa, j'aime commencer mes épisodes par une question de vocabulaire riche d'enseignements. Peux-tu me donner ta définition du BIM ? Tu me connais assez bien pour savoir que j'aime pas du tout donner cette définition. C'est pas mon rayon de donner des définitions. Aujourd'hui, on sait ce que c'est le BIM. On commence à savoir que c'est une méthodologie numérique qui nous permet de transporter les métiers de la construction plus loin vers les métiers de l'industrie, sans pour autant perdre notre capacité à travailler avec les mains, à créer, à changer les choses. Et du coup, après, alors ça va pas me rajeunir, je crois 15 ans que je suis en France et 13 que je fais du BIM. Ce que je peux en tirer comme conclusion de ce que je fais du BIM aujourd'hui, c'est d'ouvrir des nouvelles portes. Le BIM, c'est le moyen pour avoir des nouvelles opportunités et de regarder plus loin dans des directions qu'on n'imaginait pas avant dans le métier de la construction. Je sais que tu as fait tes études en Italie, un pays plus en avance aujourd'hui que la France sur l'enseignement du BIM et sa mise en œuvre. Est-ce là-bas que tu as découvert le BIM ? Alors, quand j'ai fait mes études, le BIM, c'était même pas une question sur la table. J'ai découvert le monde de la 3D pendant mes études. Donc, moi, de base, je suis censée être un ingénieur qui fait des calculs béton. Mais heureusement que je me suis pas lancée là-dedans. Mais c'est bien dans cette carrière que j'ai vu de la 3D parce que, au fait, pendant ma dernière année, j'ai fait un choix qui était un peu atypique à l'époque. C'était celui de faire un stage de 6 mois à l'étranger. Pas un Erasmus, un vrai stage. Et je suis tombée dans l'agence de Dominique Perrault, où on avait des projets à l'international et tout. Et là, on utilisait la 3D. Ça a commencé à bien me plaire. Et j'ai travaillé sur un projet italien qui était la gare de Naples, la gare centrale des trains de Naples, qui est un projet qui a un dessin magnifique d'arbres. Et cet arbre, il était très complexe en acier. Et j'ai décidé de prolonger cette expérience d'arbre pour ma thèse d'ingénieur. Et heureusement, j'avais un très bon ami qui travaillait pour Pixar à l'époque et qui m'a donné un gros coup de main sur les logiciels 3D pour présenter tout ça, le modéliser, lui donner une forme plus présentable et pas juste la forme qu'on avait de calcul d'ingénierie. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée à ce monde-là. Puis par la suite, je crois 2 mois après que j'ai terminé ma thèse et que j'ai eu mon diplôme, je suis partie en France directement parce que j'estimais qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avenir dans les métiers de la construction en Italie. Et je suis tombée, il faut le dire tout à fait par hasard, chez Philippe Starck. Chez Starck, qui cherchait à l'époque des stagiaires en 3D, dessin. Il y avait un joli test. Quand on arrivait, il fallait deviner avec quel logiciel étaient faits les dessins. Et grâce à cet ami qui était chez Pixar, j'avais pu découvrir ce que c'était. Et du coup, j'avais passé mon test. Ouf! Et à partir de là, au fait, tout le process qu'eux, ils avaient déjà en cours pour travailler, au fait, c'était un process numérisé. Des chaises au mobilier, quand on pense aux chaises très connues, transparentes, voilà, ces systèmes-là, il est complètement numérisé.
Et donc, de la conception à la production, j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait. Et puis, un peu après, je crois, 2 ans après à peu près, j'ai eu la chance de rentrer dans l'un des projets phares de Paris et du BIM, même si à l'époque ça s'appelait pas comme ça, qui est à la Fondation Louis Vuitton. Un projet qui nécessitait de la 3D d'abord par la forme et la complexité. Et puis, c'est devenu une nécessité de construction qui nous a amenés très loin. Tellement loin que, à un moment donné, on a commencé à créer des premières expériences qu'aujourd'hui on retrouve dans les documents quand on travaille en BIM. Mais à l'époque, on faisait... comment est-ce qu'on dit, test and learn, quelque chose de ce style-là. Et on avait même des pièces, des war rooms, où en fait on se mettait tous ensemble, les gens des calculs, les gens de la synthèse d'exécution, les concepteurs, pour trouver les solutions à un ouvrage très complexe qui finalement est une première expérience d'industrialisation d'un ouvrage qui n'a rien de simple en termes de forme, qui ne ressemble pas aux autres, et qui finalement nous a aidé aussi à démontrer que industrialiser... ça amène un peu plus loin qu'à faire des cubes. Merci Annalisa, c'est très intéressant. C'est vrai que ce projet de la Fondation Louis Vuitton, je pense, a été vraiment l'occasion pour vous d'expérimenter la mise en œuvre de plusieurs métiers et la coordination de plusieurs métiers grâce à la 3D. Alors ma question d'après, je ne sais pas si tu y as déjà un petit peu répondu, mais à ce moment-là, Annalisa, dirais-tu que la démarche BIM était le prétexte à la transformation digitale ou est-ce que celle-ci était déjà enclenchée ? À ce moment-là, c'était déjà enclenché. Ça existait sous des formes différentes avec un autre nom. D'ailleurs, certains projets se faisaient en 3D pour pouvoir continuer les tests sans que ça s'appelle du BIM. Et ça marchait quand c'était concret, ça marchait quand il y avait un objectif à suivre. Donc, le BIM est venu en fait... nettoyer un peu le discours, mettre un nom dessus pour qu'on commence à se comprendre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est passé des grands projets d'envergure où tout le monde répondait oui, vous êtes gentil de faire des grands projets très beaux, avec des grands archis, mais personne peut se les permettre parce que c'est pas les mêmes budgets. Et bien, on est passé à des projets un peu plus concrets. D'ailleurs, avec l'un des premiers projets qu'on a eu la chance de faire ensemble. Oui, qu'on a mené ensemble. Exactement, qui est l'hôpital d'Ajaccio, un premier projet public, pour le coup, ce qui avait été une vraie révolution. Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que sur cette année-là, on avait eu vraiment un gros nombre d'appels d'offres dans lesquels on voyait le BIM, et les 5 qui avaient vu le jour étaient quasiment tous dans le domaine de l'hospitalier. C'était pas une surprise en 2013 parce que en hospitalier, on avait des complexités autres que la géométrie. Il fallait amener des solutions techniques et quelque chose qui organise les données, qui nous permet d'accéder à un seul endroit à ces données. Ça faisait écho avec les problématiques de gestion des réseaux et sécurité, accessibilité aux différentes pièces qu'on peut mener avec un hôpital. Après, il y avait eu aussi d'autres expériences qui était à peu près démarré à cette époque-là et qui, pour le coup, partait également de problématiques de géométrie, mais cette fois-ci, allait encore plus loin dans l'optimisation et dans l'industrialisation. Je pense au stade de l'Arena de Nanterre, pour lequel le projet il a été mené en conception et en exécution en BIM, et en exécution, mais... Non, plutôt à partir de la conception. Fin de la conception, avec les architectes, on avait travaillé à l'optimisation si vous irez voir le stade de Nanterre, maintenant vous penserez à ça, il y a une couronne en partie haute, une couronne blanche qui est en béton. Et au fait, elle était vraiment très complexe à construire. Il fallait un nombre vraiment important de moules pour pouvoir créer ces panneaux, dont certains font plus de 5 mètres de haut, pouvoir les transporter, pouvoir les monter sur place, y accéder alors que le site de Nanterre, il y a des bâtiments à côté, on n'est pas au milieu d'un grand parc vide, et du coup il a fallu penser à tout ça. Et on avait utilisé la méthodologie BIM pour en fait amener les solutions d'optimisation, les solutions en plantation jusqu'aux solutions de fabrication, jusqu'à la pose sur place de ces panneaux. Et ça avait après été rédupliqué également pour les gradins. Donc c'était une méthode qui était passée à un autre niveau par la suite. Merci Annalisa. Je sais que tu as également mené la démarche BIM au-delà de nos frontières. Est-ce que tu pourrais nous partager justement les subtilités que tu as observées ailleurs par rapport à notre démarche en France ?
Alors, quand on va à l'étranger, selon les territoires dans lesquels on tombe, il y a des démarches plus ou moins démarrées. Typiquement, si on pense à Dubaï, c'est des démarches plus anglo-saxonnes. Également au Chili, c'est un peu comme ça. Si on va dans les pays africains, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est plutôt les démarches françaises qui priment. Et donc, on a déjà le panorama international n'est pas basé sur une seule démarche. En fait, on réduplique un peu ce qu'on connaît ici. Tout le monde a une idée de ce qui est la numérisation, veut l'adapter à son territoire, et c'est bien que ce soit comme ça, puisque tous les territoires ne travaillent pas de la même façon. Et on s'inspire, en fait, de ce qu'on appelle les cousins, pour mettre en place une démarche qui nous parle. Par exemple, il y a différentes façons de faire. Si je pense à celle que j'ai vécue à Dubaï, donc à Dubaï, j'ai eu la chance de travailler directement avec Alstom, donc un peu hors mon domaine de base, puisque Alstom, c'est des trains. Donc déjà, passer des bâtiments au train, c'était toute une aventure. Mais en fait, c'était une équipe de personnes qui avaient envie d'amener la démarche numérique, peu importe qu'elle s'appelle BIM ou autre chose, sur un projet d'envergure qui est donc l'extension du métro de Dubaï. Donc il y avait la ligne principale, il fallait faire l'extension pour l'Expo 2020, devenue 2021. Donc pour ça, il fallait faire un nouveau tracé. Et sur ces tracés, il y avait des ouvrages d'art, mais il y avait également 7 gares de métro à positionner. Et chose qui était assez impressionnante, c'est qu'on arrive sur ces projets tous convaincus du fait qu'il faut faire du numérique. C'est même dans le cahier des charges, il y a écrit qu'il faut faire du BIM. Et puis on se retrouve avec quelque chose qui finalement on retrouve un peu partout. C'est-à-dire qu'en face, on nous explique qu'il y a un gros bouquin sur les méthodologies de travail en maintenance et qu'il faut intégrer ces gros bouquins, donc du papier, dans une démarche ultra numérique. Et il faut mettre les deux ensemble parce que c'est lui qui va gérer l'ancienne ligne et la nouvelle, c'est les mêmes. Et donc on a travaillé dès le départ, et ça j'avais trouvé super intéressant d'avoir l'exploitant directement avec nous dès la conception, et c'est dire finalement qu'il fallait imaginer la conception et l'évolution des maquettes, d'abord vis-à-vis à des phases de visa et des validations, mais après il fallait switcher l'organisation des maquettes dans ce qu'on appelle des clusters de gestion. Et donc, il fallait imaginer vraiment ce switch dès le départ. Parce que sur un projet de telle envergure, il n'y a pas un jour où vous pouvez lever la main en disant « Et demain matin, on arrête tous et on passe sur une autre méthodologie ». Donc, il fallait la prévoir en avance. Et ça avait été vraiment un travail très passionnant dans lequel il y avait un pool d'experts. D'ailleurs, on venait tous de pays différents et du coup, on avait amené les différentes expériences pour mettre en place tout ça. Donc ça, c'est une démarche à Dubaï. On va se dire « c'est facile, c'est Dubaï, du coup, c'est la paye, ça va forcément marcher ». Et il y a d'autres moyens de faire aussi dans des pays où c'est plus compliqué de mettre en place du numérique avec la même envergure. Et je pense là, pour le coup, à ce qu'on a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'était les sièges d'Abidjan. Alors là, on est sur une réalité complètement différente. Vous avez un projet français porté par des grands bureaux d'études et architectes français qui débarquent dans un pays où le numérique dans le bâtiment, c'est une nouveauté. Et il y a un architecte local qui est très porteur, Kofi Diabaté, et qui s'est dit oui, nous on veut y aller. Et à partir de là, vous mélangez la réalité locale avec des entreprises qui viennent de Turquie, de Belgique, de un peu partout dans le monde qui se réunissent sur un terrain où tous les jours il n'y a pas forcément Internet qui fonctionne. Et le projet doit quand même avancer. Et là, pour le coup, il faut savoir aussi médier entre ce qui est l'envie de faire du tout-BIM et la réalité d'un chantier qui doit avancer et être capable de rattraper ce qui est vraiment important et de laisser courir ce qui peut être résolu sur place et remis dans une maquette par la suite. Donc, c'est encore une autre réalité, c'est encore une autre façon de faire. Voilà. C'est très intéressant, en fait, ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, la réalité du BIM n'est pas que liée aux outils digitaux, mais on peut justement mettre le BIM au service d'un projet en l'adaptant à la situation locale. Alors, ça peut être très performant comme à Dubaï, mais comme ça peut être, on va dire, peut-être un peu moins performant, mais utile malgré tout à Abidjan. Tout à fait. C'est comme pour tout, dans nos téléphones. S'il faut penser juste à ça, on a des dizaines et des dizaines d'applications. On peut tout faire avec, mais combien on utilise vraiment ? Et voilà, il faut réfléchir au BIM, à son utilisation de la même façon. Et quand on sera tous prêts à manipuler 50 000 applications, ça viendra tout seul. Voilà. Tu es désormais, aujourd'hui,
chez Bouygues Immobilier avec un nouveau challenge. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, un nouveau challenge, nouvelle aventure. Je crois que j'ai dû faire le parcours sur à peu près tous les métiers de la construction à la conception jusqu'à l'AMO. J'avais monté la chaîne à l'inverse. Et là, je crois qu'il ne me restait plus qu'à travailler en maîtrise d'ouvrage. Ça y est, j'ai passé la porte. J'ai passé la porte parce qu'il y avait un rêve et une envie qui m'attirait, qui me parlait, qui est celui de rendre un corps plus démocratique, tout ce qu'on est en train de faire, mais sans le rendre simplé. En le rendant certainement simple pour que tout le monde y accède, mais en lui donnant une envergure pour demain. Donc voilà, j'ai passé cette porte et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis à la direction de l'environnement numérique de production. Donc j'ai une mission qui est une mission de stratégie d'abord, celle au fait de reprendre une démarche qui a déjà commencé en 2017 avec vraiment des très 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 bonnes bases. J'ai la chance de démarrer sur un très bon terrain et qui aujourd'hui se déploie sur les projets de façon différente. Et bien là, il faut la déployer sur toutes les phases, donc il faut que cette stratégie s'élargisse à toutes les phases. Et puis sur ça, il faut mettre une partie de gouvernance pour que du coup l'application se fasse aussi de la bonne façon et que puis on puisse embarquer tous les interlocuteurs. Et sur cette gouvernance, il faudra aussi amener une partie de formation qui est ma deuxième, troisième ou quatrième vie, je sais plus, mais qui me fait toujours plaisir parce que ça fait des années que je forme les gens et que je partage ce que j'aime. Donc je le remets là-dedans aussi. Et puis si on peut aller plus loin et créer quelque chose qui n'existe pas, on le fera. Annalisa, comment définirais-tu la démarche BIM chez Bouygues Immobilier ? C'est avant tout une démarche concrète. L'idée, c'est pas qu'on s'amuse à mettre en place un cahier des charges parce qu'il faut faire du BIM et que du coup, on va demander plein de choses à tout le monde parce que comme on est maître d'ouvrage, on a envie d'avoir plein d'informations. L'idée, c'est qu'on mette en place une démarche qui sert en interne et à nos partenaires. Il y aura certainement des objectifs pour lesquels ça servira plus à nous qu'à nos partenaires, mais on a aussi intégré des objectifs qui vont servir au projet. Et on n'en a pas intégré des millions, on a intégré des objectifs par phase pour lesquels on peut derrière calculer la performance, calculer la nôtre, celle aussi de nos partenaires. On a aussi choisi des pistes qui nous permettent de regarder à la qualité, de regarder au suivi, de regarder au coût. Voilà, on n'est pas allé chercher sur les premières étapes de la démarche le nouveau monde. Comme je disais, ça sera la suite, ça. Du coup, c'est pour ça qu'elle est très concrète. Et elle se concrétise en partant de la phase des études. Et donc, on a une ambition, que celle pour 2024, d'avoir le 100% des projets en BIM, pour la phase de conception précise. Dans cet objectif de 2024, quel exemple de service vous proposez à vos clients finaux ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment la phase qu'on est en train de construire, parce que le but n'est pas juste d'avoir ces systèmes BIM pour nous, et puisqu'on a décidé d'optimiser notre travail, du coup on y va et c'est tout. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer aux clients quelque chose de différenciant. Aujourd'hui, avec l'actualité qu'on a en cours, tout le monde est au courant, entre les problématiques de guerre, le Covid déjà avant nous avait bien compliqué la situation, on a des logements qui vont petit à petit coûter de plus en plus cher, au moins temporairement, et puis demain, qui sait qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus. Donc déjà, première chose qu'on veut faire, c'est être sûr de pouvoir maîtriser ses coûts pour maîtriser l'offre qu'on donne à nos clients, et pour la rendre accessible. Et pas oublier quelqu'un sur la route. Donc on a des offres qui vont dans cette direction et grâce à la numérisation, c'est concrétise. Et après, on regarde un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait que grâce au numérique, on peut immerger les clients dans les bâtiments. Et l'idée, c'est qu'ils puissent vivre leur bâtiment avant, leur logement avant, peut-être même le personnaliser avant même d'y rentrer. Et pouvoir avoir du coup quelque chose qui leur ressemble dès le moment dans lequel ils vont rentrer dedans. Donc ça, c'est déjà deux pistes que je vais traiter et essayer de développer dans les prochaines années. Donc vous avez une ambition, on va dire, interne pour 2024. On a une projection sur les services que vous souhaitez proposer à vos clients finaux. Est-ce que tu peux nous expliquer
Comment est-ce que vous allez vous organiser en interne pour tenir cet objectif ? Alors, puisque la panoplie des baguettes magiques ne fonctionnait pas, on a décidé de mettre en place un plan sur 3 ans d'abord. Donc, ce que je disais comme objectif pour 2024, c'est un objectif progressif. On ne va pas du jour au lendemain passer au tout au bim sur tous les projets d'un coup. Donc, premier objectif cette année, c'est 25% des projets de logement qui passent en BIM. L'année prochaine, c'est 80% et 100% en 2024. Ça, c'est la partie logement. La partie tertiaire, elle est déjà lancée en BIM, même pour la conception et l'exécution, parce que historiquement, c'est parti beaucoup plus rapidement. Il y avait une notion de contrainte qui était complètement différente, qui a fait que ça a pris l'essor. Donc là-dessus, il faut juste consolider ce qui a déjà été initié. Et puis, dans tous les cas, que ce soit de l'immobilier d'entreprise, que ce soit du logement, que ce soit de l'hôtellerie et tous les autres produits qu'on peut proposer chez Big Immobilier, l'idée, c'est de se mettre sur un système qu'on peut définir industrialisé, mais sans déshumaniser. C'est pas parce qu'on ajoute une notion de optimisation qu'on va du coup oublier qu'on doit proposer quelque chose de différenciant. Donc l'idée, c'est vraiment de utiliser les concepts de l'industrialisation pour proposer quelque chose qu'aujourd'hui on peut proposer, mais de façon beaucoup plus laborieuse, plus artisanale. Et bien, on passe petit à petit de artisanal à une autre dimension. Je sais par expérience que dans le monde de la construction, pour rebondir sur le terme artisanal, justement, on se dit aussi beaucoup artisan. Moi, j'ai une question notamment pour tout ce qui est logement. Comment penses-tu embarquer ton écosystème et tes partenaires dans cette démarche ambitieuse ? Alors, comme je disais, il y a une démarche qui a déjà été commencée, qui était en plus une démarche qui proposait de la documentation, qui proposait donc ce qu'on appelle des cahiers des charges, des conventions BIM, des textes pour expliquer à tous les partenaires qu'est-ce qu'on appelle les BIM chez Bouygues Immobilier. À partir de là, on a également l'expérience et les retours d'expérience des projets qui ont été faits ces dernières années. Parce que le plan aujourd'hui prévoit de ce passage au tout BIM, mais ça ne veut pas dire qu'avant on n'en faisait pas. Il y en avait selon les opportunités, et donc on a aussi des retours d'expérience de ces opportunités. Donc on va prendre ces bases, ces retours d'expérience, et maintenant on les met ensemble pour simplifier. On s'est aperçu que on pouvait demander moins, mais de façon plus concrète. Donc on a fait ces pas. Et on l'a fait en expliquant la terminologie, la méthode qu'on souhaite, peut-être parfois en allant un peu plus loin que ce qu'on devrait faire, mais pas pour prendre la place de quelqu'un, plutôt pour qu'on s'y comprenne. Parce que, je te l'apprends pas, dans les métiers de nouveautés, d'innovation, de numérique, problème numéro 1, c'est que tous les jours on invente un nouveau terme, et du coup, tous les jours, on perd quelqu'un sur les chemins, et on a voulu remettre les choses à plat, et donc simplifier pour embarquer tout le monde. Du coup, cette simplification, elle passe également par les données. Quelles données on veut, comment on veut les organiser, qui doit nous les fournir, qui en est responsable, qu'est-ce qu'on en fait nous derrière, de façon à que ce soit transparent dans les deux sens. C'est toujours très tentant de demander plein de choses et de dire « et je suis le contrôleur final, donc je décide ou pas ». On a inversé un peu la démarche en disant « puisque je vais récupérer, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais contrôler ». Du coup, nos BIM managers, quand ils vont sur les projets, doivent également porter cette démarche. Et donc, ne pas être là juste pour donner des ordres à tout le monde sur comment on fait le BIM, parce que j'ai toujours fait comme ça, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire le BIM selon la démarche des Bouygues Immobilier pour que tout le monde y trouve son compte. C'est plutôt comme ça qu'on travaille. Tu parles de la donnée, Annalisa. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, central, qui revient beaucoup dans les conversations et dans les problématiques de notre secteur. Je vais te poser la question, comment est-ce que vous comptez la traiter, cette donnée ? Est-ce que tu peux nous décrire un process de collecte et de traitement des données BIM dans vos projets ? Alors, on a tout d'abord la simplification, puis l'organisation. Donc, on part d'une base qui explique comment on va récupérer la donnée. Une fois qu'on a dit ça, on a la donnée qui est dans la maquette. C'est là, aujourd'hui, c'est celle qui est le plus facilement identifiable par tout le monde. Donc, on la collecte par le biais de plateformes, par le biais d'un processus qui met tous nos collaborateurs et tous les intervenants autour d'une maquette centralisée. Et après, il y a la donnée qui n'est pas dans les maquettes. Et c'est une donnée qui peut être
écrite, ça peut être un dessin, ça peut être un schéma, ça peut être des synoptiques, ça peut être plein d'autres informations, ça peut être une information de qui a communiqué avec qui à quel moment. Et du coup, tous ces données-là, on va faire le choix de savoir lesquelles nous intéressent, lesquelles nous intéressent pas, et on les amène sur notre plateforme, sur notre environnement numérique, pour pouvoir après les distribuer et les traiter. Donc, la démarche pointe de l'iceberg que tout le monde connaît, celle de la maquette, elle est essentielle. C'est le point de démarrage pour moi. Mais en dessous, sous l'eau, on a tout un tas d'autres données qu'aujourd'hui, on commence à organiser, bien sûr en respectant la propriété de chacun, parce qu'on ne va pas rentrer dans ces travers, et en pouvant de quoi avoir un environnement qui soit maîtrisé par nous et accessible aussi par les autres. Annalisa, tu évoques justement la partie cachée de l'iceberg dans laquelle il y a beaucoup d'efforts à mener et beaucoup d'outils à mettre en œuvre. Par rapport à ton expérience actuelle et toutes tes expériences passées, quels sont les freins ou les plus grands freins que tu as pu rencontrer ? Le premier, c'est celui connu par tout le monde, la peur du changement. Tout le monde n'y voit pas le verre à moitié plein. Quand il y a un changement, on a tendance plutôt à se dire « Oh là, et maintenant comment je vais faire ? Avant j'étais performant, maintenant il faut que je recommence de zéro. Il faut pouvoir calculer cette étape dans laquelle il faut recommencer pour retourner à la performance et ça fait peur à tout le monde. » Une fois qu'on a passé ce sujet, il y a les problématiques qui concernent le fait de ne pas se comprendre. Numérisation et digitalisation, comme s'ils étaient synonymes. Non, déjà ça, c'est pas le cas. Donc du coup, on s'y perd là-dedans, entre les mauvaises traductions et les mauvaises compréhensions. Et puis, il y a la standardisation, l'industrialisation qui freine la créativité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on se déplace tous avec la même Twingo, parce qu'elle est industrialisée, donc que vous achetiez Ferrari ou Twingo, c'est la même chose, bien entendu. Et bien en fait, il faut passer cette phase dans laquelle on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas, ce qui est humain. C'est pas parce que moi je suis dedans que je l'ai pas traversé, hein, j'ai traversé la même. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé que ces verres pouvaient être un peu plus vides. Ces verres ils pouvaient être un peu plus pleins que vides. Et du coup, j'ai pu me dire que finalement, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire du BIM à éventuellement standardiser ou juste optimiser, ça me permettait de ne pas refaire 10 000 fois la même chose, mais d'avoir plus de temps pour faire des choses avec un peu plus de valeur ajoutée. Et que l'étape suivante de cette valeur ajoutée, c'était en plus d'industrialiser pour avoir une plus forte capacité de réaction. Et peut-être pour rendre encore plus performant ce que j'avais fait avant. Il faut pouvoir vraiment imaginer que les opportunités que le numérique nous offre, c'est pas des opportunités pour nous freiner et nous renfermer dans quelque chose, c'est des opportunités pour nous ouvrir de nouveaux mondes. On vient de faire une grande conférence chez Wigimo, dans lesquelles il a fallu que j'explique un peu tout ça aussi à mes collègues. Et c'est quelque chose que tout le monde a très bien compris et très bien intégré. Si vous pensez ce qu'on a fait quand on est passé du fax au web, ça ne nous a pas fermé les opportunités. Ça a même ouvert la place à des nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, le frein, c'est regarder le monde actuel et c'est dire celui-là, je le connais, je le maîtrise. Comment je vais vers le nouveau ? Et au fait, c'est à des gens comme nous qui travaillent dans ces métiers de créer les ponts entre les deux et d'accompagner les personnes. Donc c'est pas un problème de qui veut y aller ou qui veut pas y aller. Aujourd'hui, c'est comment on les amène, comment on fait passer ce moment de peur pour que tout le monde ait envie de venir s'amuser avec nous dans le monde d'après. C'est vrai que c'est passionnant. Tu as raison de le dire comme ça. Je ne sais pas si je dois te la poser, cette question, mais c'est pas grave, on va un peu appuyer un peu sur ce sujet-là. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui hésitent encore ? C'est compliqué. Première chose, parler avec plein de personnes. N'y prenez pas un seul retour d'expérience de ce que c'est le BIM. Pour en avoir testé des projets, et je remercie tous les clients qui ont, dans les années, voulu tester tout ça, il y a eu des succès, des insuccès. Mais c'est comme ça qu'on passe une étape. C'est comme ça qu'on passe à la marche d'au-dessus. Parfois, on fait 3 pas en avant pour revenir à 4 en arrière et puis on recommence. Un succès ne se construit pas grâce à une ligne droite qui va du point A au point B avec vraiment une seule et unique route tracée. Je me rappelle, mon premier associé, il m'avait fait ces dessins il y a des années. Il m'avait dit, la ligne, elle est tout sauf droite. Donc, prépare-toi.
C'est pour ça qu'il faut aller voir ce qui s'est passé ailleurs, qu'il faut prendre plusieurs retours d'expérience, qu'il ne faut pas se confiner à ce qu'on a connu, positif ou négatif, et qu'il faut à un moment donné se dire tous ces gens-là qui sont en train de travailler dans le numérique ne sont pas là pour m'enlever du travail, ils sont là pour m'aider à faire mieux et à m'enlever tout le travail vraiment pas intéressant que je suis en train de faire aujourd'hui, parce que j'ai des idées et je veux faire beaucoup plus et je veux amener plus à mon métier. Moi, je commencerai par là. Merci beaucoup, Annalisa. Si les gens qui nous écoutent veulent te contacter et continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? En LinkedIn, sans aucun souci, vous pouvez me contacter là-dessus. Ça sera plus simple. Et puis, sinon, chez Bouygues. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Man & Machine pour continuer la discussion avec Annalisa. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.